présenter l'état d'esprit de ce Conseil des jeunes, qui est vraiment, l'objectif est vraiment d'essayer de recueillir les besoins, les attentes, les visions aussi qu'ont les jeunes de la pratique sportive, afin de pouvoir se nourrir de leur demande d'évolution de la pratique sportive, de pouvoir l'intégrer ensuite dans des perspectives de gouvernance pour le CNOSF. Donc ce Conseil des jeunes s'inscrit dans un des axes de programme de Brigitte Henriques, avec cette volonté qu'on puisse, que le CNOSF dans sa gouvernance et dans sa vision du sport puisse se nourrir de la vision des jeunes. Donc c'est vraiment l'idée. Bon, voilà, après Juliette vous a expliqué comment on a fait pour garantir qu'il y ait une représentation du territoire, qu'il y ait la parité aussi, c'était important, qu'il y ait aussi une vision plurielle, parce que nous avons choisi aussi que parmi ces jeunes, il y ait des jeunes qui ne soient pas forcément dans une pratique fédérale, parce qu'il nous semblait important aussi de recueillir la vision des jeunes qui préfèrent une pratique libre, voilà, pour mieux comprendre leurs attentes. Et donc, nous avions besoin de partager cela avec vous aujourd'hui, parce que, bien évidemment, nous avons besoin de vous pour rechercher ces jeunes. Et comme c'est un binôme par région, c'est pas non plus, on ne lance pas un recrutement massif, mais d'un autre côté, on a besoin que ce recrutement de jeunes soit fait le plus vite possible, dans la mesure où on voudrait pouvoir faire le lancement de ce Conseil de jeunes au mois de juin. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de vous sur le terrain pour relayer cette information auprès des jeunes et pouvoir constituer un conseil des jeunes qui soit le plus dynamique possible, qui soit le plus représentatif aussi possible, et qui puisse porter la parole des jeunes au niveau de la gouvernance du CNOSF. Voilà, peut-être on va laisser un temps de réaction. Je veux bien vous poser une petite question pour être sûr. Là, Christophe Narcini de l'UNSS Paris. Quand vous dites un binôme de jeunes par région, ça veut dire que pour une région comme l'Île-de-France, on parle de 2 jeunes simplement, un qui est en club et l'autre qui ne le serait pas. Alors, c'est sûr qu'on parle d'un binôme par région, ça c'est sûr, mais pas forcément un de club et un qui ne le serait pas. Sur les 28 jeunes, on considère que on peut avoir à peu près peut-être un quart de jeunes sur les 28 qui pourraient représenter la pratique libre. Donc ça va vraiment se faire en fonction des propositions. Et quand on dit un binôme de jeunes, en fait, on va obtenir plus de candidatures. C'est-à-dire que vous allez faire remonter des candidatures de l'Île-de-France, par exemple. Il peut y avoir 6 candidatures de jeunes, sachant que nous, à la fin, quand on constituera le conseil de jeunes, en prenant les critères de répartition, on ne choisira que deux jeunes par région. Mais la demande de candidature, elle peut être plus large. L'appel à candidature, il a été fait auprès de qui? L'appel à candidature, il est passé au niveau des CROSS, GDOS et CTOS, et auprès des fédérations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on souhaitait vous réunir, aussi bien représentants des GDOS, CROSS, CTOS et des fédérations, pour justement vous expliquer cet appel à candidature, voilà, vous expliquer la démarche dans laquelle on s'est inscrit pour vous communiquer cet appel à candidature et que vous sachiez comment l'utiliser. Donc à la fois, il ne s'agit pas non plus de lancer un appel à candidature pour avoir 150 jeunes et à la fin n'en prendre que 2, mais d'un autre côté,
se limiter à 2 jeunes ce serait trop restrictif parce qu'il se peut que, par exemple, eh bien, des jeunes se désistent au dernier moment. Il se peut que nous, il faut qu'on se constitue une liste un petit peu plus large. D'à peu près voilà, 50 jeunes sur qui on sait pouvoir compter et ensuite constituer le conseil de jeunes et pouvoir aussi remplacer des jeunes si besoin. Hein, donc c'est pour ça que je dis que s'il y a 6 jeunes par région, 6 candidatures de jeunes par région qui nous remontent, ça nous permettra après, nous, de constituer un pool de jeunes qui pourront venir alimenter le Conseil des jeunes. Surtout que le Conseil des jeunes, il va perdurer après sur plusieurs années. Donc c'est pas inintéressant d'avoir un pool plus large. On a souhaité faire un appel à candidature qui soit le plus simple possible pour un jeune, c'est ce qu'expliquait Juliette. C'est pour ça qu'on a fait un framaform, parce qu'on sait que les jeunes, pas un framaform, un questionnaire en ligne, parce qu'on sait que les jeunes sont très friands de ça. Et en fait, pour candidater, ils ont juste à renseigner ce framaform qui se fait rapidement. Madame Dafis, oui. Oui, bonjour. Oui, pour compléter, puisque Christophe, voilà, nous sommes de l'UNSS tous les deux, au niveau de la fédération, nous allons faire appel en fait aux interacadémies pour nous. Hein, ça correspond aux interacadémies. Donc, on va quand même faire appel à tous les directeurs régionaux de façon à trouver à proposer des candidatures. Je pense qu'on va aussi s'appuyer sur les CAVL. Qu'est-ce que c'est, les CAVL? C'est les comités académiques des jeunes lycéens. Et dans ces CAVL, nous avons des jeunes licenciés qui sont impliqués dans la vie associative, mais qui ne sont pas forcément licenciés. Mais en tout cas, qui sont impliqués dans les établissements. Ça veut dire qu'il y a une forme d'engagement qui peut être intéressante aussi, je pense, pour le Conseil des jeunes. Voilà. Tout à fait. On a privilégié, je ne sais pas si Juliette, tu as eu le temps de le dire, hein, on a beaucoup discuté sur la tranche d'âge de ces jeunes. Hein. Au départ, on était parti sur une tranche beaucoup plus large. On voulait commencer dès le primaire. Et en fait, on a fini par resserrer sur les 15-21 ans parce que 15 ans, c'est la période de décrochage sportif, enfin, c'est la période qui est constatée comme une période de décrochage sportif. Et puis jusqu'à 21 ans. Quoi. On sait que c'est 15-21 ans, c'est le moment où il y a une baisse d'activité de la part des jeunes, et c'est pour ça qu'on a ciblé cette tranche d'âge. Et effectivement, ce serait très intéressant d'avoir justement des jeunes de l'UNSS qui peut-être poursuivent à l'UNSS, mais pas forcément en club, ou alors même des jeunes qui ne sont pas forcément de l'UNSS. Voilà, on a besoin d'avoir une représentation la plus large possible. Donc, il ne faut, par exemple, à l'inverse, il ne faut pas avoir que des jeunes de l'UNSS. Non, parce que ça serait déjà ciblé sur une population qui est déjà attirée par l'activité physique et sportive parce qu'ils sont déjà à l'UNSS. Donc, il faut aussi qu'on aille chercher des pratiquants, des jeunes de clubs de pratique fédérale, etc. Voilà. Donc là, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui nous partage une... Voilà. Je ne sais pas, c'est toi, Juliette, qui partageait, non? Non, oui, quelqu'un a pris la main. Est-ce qu'on est bien revenu sur mes slides avant? Oui, tout à fait. Tout va bien. Tout va bien. Nous avons Marion dans le chat qui demande quelle est la durabilité du conseil, un renouvellement tous les ans. Non. Oui, Véronique. Oui, non, enfin, je veux dire, on n'a pas prévu de renouvellement tous les ans. Hein. C'est plutôt c'est un conseil des jeunes qui s'inscrit dans la durée, puisqu'on le principe, c'est que ce conseil des jeunes soit animé
qu'ils permettent donc à la fois des rencontres en visio pour permettre aux jeunes d'exprimer leurs besoins, leurs attentes, etc. Mais on a prévu aussi qu'il puisse y avoir des temps d'animation, de conférences, avec des rencontres d'athlètes, avec des thématiques abordées. On veut vraiment que ce soit une animation sur du long terme. Enfin, sur du long terme. Je pense qu'il faut que ça s'inscrive dans la durée pour que justement ces jeunes, petit à petit, se construisent une méthodologie. Donc, c'est important que ça s'inscrive dans la durée. Peut-être ce qui n'a pas été dit aussi, c'est que ces jeunes ont... un conseil de jeunes de 28, c'est déjà pas mal, au niveau du nombre pour l'animer. En revanche, ce qu'on voudrait, c'est que ces jeunes soient aussi le porte-parole de leur région. C'est-à-dire qu'il se peut qu'on leur demande, non pas que ce soit qu'ils rapportent leur propre vision personnelle, mais peut-être aussi qu'ils prennent le temps entre deux conseils des jeunes d'aller, en s'appuyant du GDOS, du CROSS, des fédérations, de l'UNSS ou d'autres, c'est d'aller d'organiser des concertations plus larges de leur territoire pour rapporter ensuite la vision des jeunes du territoire sur une thématique précise, par exemple. Donc c'est vraiment, ça s'inscrit dans la durée parce que ce jeune aura vraiment une mission aussi à la fois de porte-parole des jeunes de sa région, à la fois peut-être aussi de retour du Conseil des jeunes en direction des jeunes de sa région. Donc il y a aussi quelque chose qui peut s'organiser au niveau local et dont les GDOS peuvent s'emparer, peut-être même les comités, l'UNSS. Enfin voilà, on veut vraiment que ce soit quelque chose qui vive et qui s'inscrive dans la durée. Ludovic dans le chat également nous demande, attendez-vous que chaque fédération vous propose une shortlist et combien de candidats par fédération? Alors, si chaque fédération nous propose une shortlist, ça va être, je pense qu'on va vite arriver à... alors, par région, en plus, ce serait à une shortlist nationale, alors peut-être. Nous, en fait, ce qu'on attend, c'est que vous nous proposiez que vous sollicitiez. Voilà, ce qu'on attend, c'est que vous sollicitiez, que vous relayiez l'information auprès des jeunes, que des jeunes renseignent le questionnaire et qu'on puisse avoir un pool de jeunes à solliciter. Voilà, on ne demande pas forcément à ce que vous fassiez un travail très précis pour qu'il y ait une répartition dans chaque territoire, etc. Ça non, parce que nous on aura la vision nationale et après, bon, alors sauf si on a une région qui ne nous fait remonter aucun jeune, à ce moment-là, on aura peut-être un travail un petit peu plus précis là-dessus. Mais je crois que votre mission, d'abord, c'est de relayer l'information pour qu'un maximum de jeunes aient l'information et puissent candidater auprès renseigner le Framaform, sachant que l'information, il faut qu'elle soit un petit peu appuyée, parce qu'on sait que le seul fait d'envoyer un mail ne suffit pas. Donc peut-être que cette information soit un petit peu appuyée au sein des GDOS et CROSS, au sein des comités, des comités des fédérations. Voilà. Mais on n'est pas en attente d'une liste exhaustive pour chaque fédération qui couvre toutes les régions, etc. Hein, on n'en est pas à ce point-là. L'objet de cette réunion, c'était déjà de vous informer de ce que c'est que le Conseil des jeunes pour que vous puissiez répondre aux questions des jeunes si c'était l'occasion, et puis qu'on puisse s'appuyer sur vous pour être le relais de cette information du Conseil des jeunes auprès des jeunes de votre région. Il y a une demande de parole, je crois. Oui, moi j'ai demandé. Oui, bonjour, Cross de Bourgogne-Franche-Comté. Il y a simplement un tout petit. On t'entend plus, Jean-Marie. Si on veut... Allô? Oui? Oui. Vous m'entendez là? Oui. Oui, je voulais savoir s'il n'était pas possible de reculer la date fatidique du 30 avril, parce que
Bon, le milieu fédéral peut peut-être y répondre. Le milieu scolaire, je doute qu'il y ait le tiers des académies qui sont en vacances en ce moment. Je ne vois pas trop comment ils vont faire. Et ce serait dommage. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, il me semblait qu'on avait mis le 6 mai, Juliette. Oui, Peut-être on a on mis le 7 mai, effectivement, et navré, j'ai mis le mauvais flyer. Mais sur le site internet et sur l'ensemble des communications, c'est bien indiqué le 7 mai. Vous pouvez nous renvoyer le flyer corrigé? Oui, bien sûr, et c'est celui que vous avez reçu hier, normalement. Tout à fait, D'accord. Parce que ce sera un outil de communication. complètement. Ah oui, tout à fait, hein. Tout à fait. Et moi, j'ai une question, je ne sais pas s'il y a d'autres demandes de prise de parole. Toujours Christophe de l'UNSS Paris. Est-ce qu'on peut envisager, parce que honnêtement, 2 représentants par interacadémie à l'échelon national, c'est compliqué. Comme Véronique, tu disais qu'il fallait faire vivre ça après dans les territoires, enfin, que ce soit décliné dans les territoires, est-ce qu'on ne peut pas envisager sur chaque territoire d'avoir un groupe justement aussi d'une vingtaine de jeunes qui ensuite désignent, et on désignerait au niveau national 2 jeunes? Ah bah oui. Alors, moi, j'entends cette demande-là, hein. C'est vrai qu'on pourrait l'imaginer comme ça aussi, mais alors là, bon, c'est pas du tout la même organisation, hein. Ça implique une forte collaboration avec le local. Alors, pour l'instant, on a imaginé le Conseil des jeunes comme ça. Si c'est une première expérimentation, peut-être que… Alors déjà, il faut vous dire que ce qu'on souhaite, nous, c'est que ce soit le Conseil des jeunes qui fasse vivre ce Conseil des jeunes. Ça, c'est très important. Parce qu'on a fait un comité de pilotage pour mettre en place ce Conseil des jeunes. Mais le comité de pilotage d'adultes, d'adultes et de dirigeants sportifs, etc., il est vraiment éphémère. Il est là uniquement pour mettre en place le Conseil des jeunes. Ensuite, c'est le Conseil des jeunes qui va lui-même fixer ses objectifs et fixer sa méthodologie de travail. Si le Conseil des jeunes dit, nous, la priorité, c'est qu'effectivement, ils se vivent quelque chose au niveau local, ils mettront en place quelque chose qui leur permettra de faire ce que tu dis, c'est-à-dire de consulter les jeunes au niveau local, de faire remonter, de s'organiser, etc. Et le Conseil des jeunes pourra évoluer dans ce sens-là. Mais on ne souhaitait pas, nous, adultes qui décidons de mettre en place un conseil des jeunes, en plus donner la méthodologie. Excusez-moi, il y a du bruit. On ne souhaitait pas donner en plus la méthodologie aux jeunes en leur disant on va vous expliquer comment il faut faire, vous allez vous organiser comme ça et puis ce sera bien pour nous. Voilà. C'est pour ça que pour l'instant la priorité c'est que ces 28 jeunes soient constitués et qu'après on leur donne la main sur leur organisation. Muriel Foulquier. Oui. Oui, Muriel Foulquier de la Fédération française de golf. Pour la parité, vous avez prévu de prendre un garçon et une fille par région pour faire simple? Oui, alors oui, c'est vrai que ça n'a pas été dit. On en a tellement parlé de cette parité que pour nous, un binôme, c'est obligatoirement un homme. Oui, voilà. Merci. C'est vrai qu'il faut toujours le rajouter. On ne l'a pas rajouté, mais voilà, c'était. J'espère que c'est écrit dans le flyer d'ailleurs. C'est écrit sur le site internet. Oui. On va prendre une dernière question dans le chat. Si les jeunes souhaitent mettre en place des actions locales, qui seront les référents locaux? Si les jeunes souhaitent, mettre en place des actions locales, qui seront les référents locaux? Ah bah ça c'est pareil, c'est à travailler avec le Conseil des jeunes et puis certainement avec vous, c'est-à-dire que si le Conseil des jeunes décide effectivement de faire vivre quelque chose au niveau local, eh bien on refera une webconférence en présence des GDOS, d'ECTOS, des référents éducation et on déterminera ensemble de qui fait quoi à ce moment-là. Tout à fait. Et donc, on nous redemande également quels sont les critères de sélection des jeunes qui sont retenus pour ce conseil.
Du coup, ils seront sélectionnés en fonction de leur engagement actuel et dans un objectif de représenter au mieux l'ensemble du mouvement sportif et de la pratique fédérale ou non. Je pense qu'il faut qu'on enchaîne. Et Alors, donc, peut-être, oui, pardon, vas-y, oui, Juliette. Non, je voulais juste reprendre l'ordre du jour parce que pour comprendre que, en fait, après, on va passer la parole à des intervenants et peut-être, je ne sais pas, comme j'étais pas là à l'ouverture, voilà, on a encore un point sur la carte passerelle qui est un point CNOSF. Oui, ben alors vas-y, Juliette, je te laisse continuer. Ok, c'est pas de toujours le point souci. CNOSF. Voilà. Aucun problème. Alors, juste effectivement, un rapide rappel sur la carte passerelle. Donc, vous avez déjà fait lors de notre dernier webinaire le petit bilan que nous avons sur la mi-année de la carte passerelle sur cette année scolaire. On a des difficultés en fait à avoir les chiffres très précis, mais ce qu'on a en tout cas nous indique que plus d'un élève sur deux ayant utilisé la carte passerelle se licencie à l'issue de ces tests-là. Nous avons 11 000 clubs participants à l'opération et un nombre total d'élèves cibles de plus de 700 000 élèves. Pour rappel, cette année, la cible, c'était les CM1, CM2 et 6e licenciés à l'UCEP, l'UXEL et l'UNSS. Et donc, ce petit point pour vous dire qu'à la rentrée 2022, nous souhaitons reconduire le dispositif de la même manière, avec évidemment un renouvellement de l'assurance prise par le CNOSF. Le petit changement, c'est qu'on ne souhaite plus envoyer de flyers papier et donc de ne passer qu'en digital. L'idée, c'est de faire une large communication sur l'existence de clubs sur l'ensemble du territoire, de clubs divers et de faire comprendre aux jeunes et aux familles qu'ils peuvent aller tester dans les clubs autour de chez eux différentes activités. Et nous souhaitons également élargir le dispositif j'ai mis élèves, mais aux étudiants licenciés à la FFSU. Et donc, comme les années précédentes, on compte sur vous pour continuer à diffuser le dispositif, à faire participer les clubs et à communiquer auprès des enfants et des familles sur ce dispositif. Est-ce que Véronique, vous avez des compléments? Non, c'est tout à fait ça, hein. On poursuit ce projet qui montre quand même que lorsqu'il est bien utilisé, il porte ses fruits et il permet quand même à un enfant sur deux de poursuivre dans une pratique fédérale. Donc, je pense que il est utile à poursuivre. Alors, je sais que dans certains territoires, certaines fédérations disent, mais nous, on le fait déjà, on a déjà des clubs qui accueillent les enfants comme ça gratuitement, etc. Mais l'avantage de la carte passerelle, c'est le travail qui est fait en amont par les enseignants pour aller chercher les enfants les plus éloignés du sport, ceux qui naturellement n'iront pas frapper à la porte d'un club. Hein, et c'est ça l'enjeu de la carte passerelle, hein, c'est de pouvoir mobiliser les parents en leur proposant d'inscrire leur enfant parce qu'on a repéré qu'il avait des aptitudes ou tout simplement parce que c'est bien pour lui de continuer une pratique, et de pouvoir aussi déconstruire auprès des parents des stéréotypes parfois, hein, du type une fille qui veut faire du rugby, eh ben non, c'est trop dangereux, ou d'autres choses, et ça permet de déconstruire. Ça permet aussi, cette carte passerelle pour les clubs sportifs, ça permet aussi pour les parents d'avoir un accueil privilégié. Quand on arrive avec une carte passerelle, eh ben, on est accueilli différemment dans un club, et parfois ça suffit à faire que certains parents les plus éloignés du sport fassent cette démarche-là. Donc on est bien sur cet enjeu-là. Nous avons des questions dans le chat, on va pouvoir répondre à plusieurs d'un coup. Donc, il manque le chiffre clé sur les plus de 700 000 cibles, combien en gros l'utilisent. Marion qui nous demande si nous avons des données sur les disciplines choisies par les jeunes qui se licencient.
Pour répondre à ces deux questions, en fait, comme je le disais, on a des difficultés à avoir des chiffres clairs et en tout cas exhaustifs de l'utilisation de la carte passerelle parce que justement, comme le disait Véronique, nous avons souhaité que le dispositif soit simple, donc qu'il n'y ait pas forcément d'inscription qui nous permettent d'avoir une vision globale parce que l'objectif principal, c'est vraiment la communication et la communication auprès des élèves. Enfin, voilà, le fait de rentrer dans l'école et d'aller communiquer sur en fait, l'existence des clubs autour de chez eux, plus que l'existence des clubs forcément labellisés carte passerelle, parce que si un enfant se rapproche d'un club qui fait pas forcément partie du dispositif, mais comme on le sait, propose déjà des initiations, bah, c'est quand même une réussite et donc on n'aura pas, voilà, pour moi l'objectif c'est vraiment celui-là. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité faire simple et ne pas avoir les inscriptions, donc que nous n'avons pas les chiffres exhaustifs et précis malheureusement de l'utilisation de la carte passerelle, dans quelle discipline, etc. etc. Que veut dire la... Oui. Pardon. Que veut dire nombre d'élèves cibles? C'est les élèves qui, donc, normalement, reçoivent en tout cas l'information de la carte passerelle parce que ce sont les fameux CM1, CM2, 6e licenciés dans une fédération sportive scolaire. Dans le chat, je vous en prie. Dans le chat, nous avons d'autres questions. Pourquoi ne proposer la carte passerelle qu'aux seuls licenciés UCEP UNSS qui sont en majorité déjà licenciés dans un club? Ce choix a été fait notamment justement pour l'assurance, pour la prise en charge de l'assurance. Et parce que du coup, on peut s'appuyer sur les fédérations sportives scolaires pour faire passer cette communication. Et donc sur les enseignants qui sont en plus souvent impliqués puisque licenciés UCEP, UNSS, UXL. L'idée étant en fait aussi de renforcer l'articulation entre EPS à l'école, sport scolaire et pratique fédérale. L'idée, c'est bien d'inscrire l'enfant dans une forme de continuité aussi de son parcours sportif. Et il y avait une question aussi sur la durée. Donc, c'est bien toute l'année. Ça a été aussi, ça fait partie d'une évolution aussi souhaitée, que ça ne se limite pas au seul mois de la rentrée, mais bien que ça puisse être utilisé toute l'année. Donc ça, oui, c'est utilisé toute l'année. Et puis peut-être pour répondre à la question aussi, est-ce que vous savez précisément combien, comment est utilisée la carte passerelle? Alors, comme disait Juliette, on ne sait pas précisément, parce que ce serait bien trop compliqué de savoir ce que deviennent les cartes passerelles, ce qu'en font les enfants, parce qu'une fois que la carte passerelle est dans la main des enfants et des parents, on ne sait pas ce qu'elle devient. Donc, faudrait être derrière chaque enfant et chaque parent pour savoir comment il l'utilise. Mais ceci dit, ce qu'on sait globalement, c'est que cette carte passerelle, elle permet à des enfants d'aller se licencier en club pour donc assurer cette continuité sportive. Et donc, on se dit que, vu le peu que ça coûte finalement, enfin je veux dire, cette carte passerelle, elle est peu coûteuse, et si elle permet qu'une partie des enfants puisse aller pratiquer dans un club après, c'est déjà bien, et tant pis si on n'a pas des données très précises pour savoir qui fait quoi et va où. Peut-être qu'aussi, parfois, il faut laisser la chance à l'initiative et se dire que la seule initiative permet d'obtenir une efficacité. Donc, peut-être que c'est pas forcément on n'a pas forcément besoin de l'évaluer en détail. Voilà. Une petite remarque, si vous le permettez, dans la continuité de ce dispositif qui a été mis en place, l'initiateur, celui qui va vraiment mettre en avant cette carte passerelle, c'est le prof d'EPS en 6e. Si on veut que ce soit beaucoup plus efficace, j'en reviens toujours à cette histoire du pass sport. Il faudra l'année prochaine que les fédérations sportives scolaires ne soient pas exclues de ce dispositif parce que c'est très mal vécu par les professeurs d'EPS
À un moment, nous, via le CNOSF, on est exclu du dispositif passeport, mais on nous demande de faire de la pub pour les clubs en mettant en avant cette carte passerelle. Je pense que là, il y a un point de blocage et si on veut que ce soit encore plus efficace, il faut lever ce point de blocage. Désolé. Alors, j'en profite pour réagir. C'est vrai que je parlais de continuité tout à l'heure. Bien évidemment, il y a une continuité du parcours sportif et il y a une complémentarité entre la carte passerelle et le passeport. Parce que là, comme je vous disais tout à l'heure, la carte passerelle, elle permet d'aller de pousser, enfin de mobiliser les enfants, les familles pour aller frapper à la porte du club. Et ensuite, le passeport, c'est l'aide financière qui va leur permettre de surpasser la problématique du coût financier. Mais je rejoins Christophe sur cette idée que le passeport devrait aussi donner la possibilité aux enfants les plus éloignés du sport, d'abord de franchir le pas de la porte du sport scolaire et ensuite la porte ensuite ou en même temps. Mais les deux en même temps, ce serait bien parce que c'est vrai que si on veut jouer cette articulation et cette continuité, le passeport devrait pouvoir proposer, lever les obstacles du coût concernant aussi bien la pratique du sport scolaire que la pratique en club. Est-ce qu'il faut qu'on avance s'il n'y a pas d'autres remarques? Oui, alors, je sais pas, je sais que Pierre-Emmanuel Panier est là, parce que je le vois en visio, et je voulais, bon, si j'avais été là à l'heure, je l'aurais salué, et donc je vais le faire maintenant. Voilà, je remercie donc Pierre-Emmanuel Panier, qui représente la direction des sports, d'être là ce matin, puisque dans notre présentation, nous avons plusieurs dispositifs à vous présenter. Enfin, nous avons à faire le point sur plusieurs dispositifs, dont des dispositifs qui sont portés par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et c'est pour ça que là, on a commencé par vous présenter deux dispositifs qui sont propres et pilotés par le CNOSF, qui sont propres au CNOSF et pilotés par lui-même. Et là, maintenant, on va passer à un dispositif qui est porté par le ministère. C'est pour ça qu'on a proposé que ce soit le ministère qui le présente. Et peut-être, Pierre-Emmanuel, avant de te donner la parole, sur le passeport, est-ce que tu veux dire quelques mots sur cette question soulevée du passeport ? Merci Véronique. Associé, la DGESCO est présente ce matin, la Direction générale d'enseignement scolaire, Philippe Limousin, nouveau conseiller sport du DGESCO depuis le 1er avril, est avec moi ce matin. Excusez l'absence de Christian Degui et du délégué ministériel Thierry Terret. Bon, le sujet du passeport est un sujet qui reste assez complexe dans ses périmètres. Bon, il est prolongé. Un bilan de l'ensemble du réseau est fait, un regroupement est fait la semaine prochaine, et son extension, notamment en direction des fédérations scolaires et universitaires, est toujours en discussion, mais pour l'instant, les décisions ne sont pas prises en ce sens. Donc voilà, je relayerai bien évidemment les questionnements, et bien compris, Christophe, toute la difficulté du rôle d'ambassadeur ou de tiers que peut avoir le professeur de PS dans cette continuité, ou sur le dispositif précédent, du rôle du directeur d'école ou du professeur également par la mise en place des cartes passerelles, là où les associations UCEP, UXEL, UNSS sont implantées, notamment par rapport à l'implantation géographique dans le premier degré. Je vais enchaîner, Véronique. Enfin, je ne sais pas si ça répond totalement à la question, mais je vais. Très bien. Je vais enchaîner sur le dispositif une école, un club, avec Philippe, qui est là, et puis on répondra à vos questions. On ne sait pas d'ailleurs quel est votre niveau d'information sur le dispositif. Concrètement, deux textes sont parus au bulletin officiel.
deux textes du 12 février. L'un concerne le déploiement des 30 minutes d'activité physique quotidienne, hein, qui monte progressivement en puissance. Plus de 8000 écoles sont concernées par ce dispositif qui a vocation à se généraliser d'ici 2024. Les écoles qui rentrent dans le dispositif bénéficient notamment d'un kit matériel pour accompagner le déploiement de ce dispositif dans le temps scolaire et extrascolaire, de 30 minutes d'activité physique quotidienne complémentaire, hein, et donc non substituée à l'éducation physique et sportive dans le premier degré. Donc au-delà de la mise en œuvre généralisée, hein, c'est assez atypique de parler d'un dispositif qui a été lancé sous la forme d'un appel à manifestation d'intérêt, d'une expérimentation notamment dans l'académie de Créteil et qui très rapidement est généralisée. La volonté est également la volonté partagée par les deux ministres, hein, dans le cadre du rapprochement des secteurs éducation nationale, jeunesse et sport, de renforcer les partenariats entre les écoles et les clubs et de décliner notamment les conventions quintipartites passées entre le ministère, les deux fédérations scolaires UCEP et UNSS et les fédérations sportives. Il y en a 41 à ce jour. Voilà l'histoire de ce dispositif, une école, un club, donc qui a vocation, dans un premier temps, par rapport à l'actualité, à appuyer le dispositif des 30 minutes d'activité physique quotidienne, mais plus largement, qui a vocation à ce que les fédérations conçoivent et formalisent leurs projets éducatifs et s'organisent pour proposer un certain nombre de contenus, pour former leur encadrement, pour co-construire cette formation, notamment avec les fédérations scolaires, et pour renforcer cette continuité entre les trois temps qui sont en continuité éducative, qui sont le temps scolaire, donc un appui à l'EPS, notamment dans le premier degré, à ces 30 minutes, le temps périscolaire, les accueils collectifs de mineurs, et le temps extrascolaire, celui que vous connaissez mieux, celui des clubs. Donc, c'est la première fois qu'une instruction va clairement dans ce sens. Et cette instruction est accompagnée de deux modèles. Un modèle de conventionnement entre l'école et le club et un modèle de prêt de matériel sur la base des expériences territoriales. Vous indiquez qu'il y a un cadre d'intervention puisqu'il y a une circulaire spécifique de 2017 sur l'encadrement des APS, que l'intervention dans une école, la logique des conventions quintipartites permet normalement de vous exonérer de la démarche d'association complémentaire de l'école. Pour toutes les autres associations, elles ont un dépôt de dossier de reconnaissance de leur rôle d'association complémentaire de l'école. La convention quintipartite aujourd'hui permet de dépasser ce cadre et donc de ne pas mettre en œuvre cet aspect-là. Par contre, il reste deux aspects. L'intervention dans l'école demande d'avoir un agrément d'intervenant extérieur, notamment pour la vérification des éléments d'honorabilité, le contrôle du FIGES et puis le contrôle des autres peines, qui pour le mouvement sportif est désormais étendu sur les fonctions bénévoles et qui permettra sans doute d'augmenter la capacité potentielle d'intervention des bénévoles à l'école. Le deuxième aspect au-delà de l'honorabilité, c'est l'aspect des compétences. Donc c'est pour ça que pour les intervenants rémunérés, c'est la carte professionnelle qui est un élément facilitant de cette reconnaissance. Et pour les bénévoles, il y a une vraie question de reconnaissance des compétences techniques et des connaissances des caractéristiques. Donc d'un département à l'autre, les DSDEN mettent en place des démarches complémentaires sur l'agrément notamment de ces bénévoles. Vous indiquez enfin que le conventionnement, il faut savoir que les écoles aujourd'hui n'ont pas de capacité juridique propre. Donc la signature du conventionnement passe par l'inspecteur l'IEN de circonscription qui contractualisera avec le club.
Et puis, la convention permet également d'associer aux besoins, selon les partenariats locaux, la collectivité territoriale. Voilà pour quelques éléments de présentation de ce dispositif Une école, un club, et qu'on complétera par le coupon G24, mais je suppose qu'il y a quelqu'un du COJO sur ce dispositif qui est intégré à cette circulaire Une école, un club. Et je ne sais pas si Philippe, tu as un complément sur cette partie de présentation. Non, tu as été très exhaustif et c'était parfait. Juste peut-être rappeler l'intérêt aussi de ce dispositif, c'est aussi d'interroger le monde sportif et le mouvement sportif sur ses contenus éducatifs. Je pense que ça, c'est des contenus éducatifs partagés, co-construits avec les enseignants. C'est, je pense, une très très bonne porte d'entrée pour, bien sûr, aller vers l'activité physique et vers le mouvement sportif. Donc, cette interrogation est très importante. Ensuite, juste, bien sûr, rappeler, mais c'est une évidence dans les textes, hein, que l'enseignant, quand même, demeure le seul responsable au niveau de la classe et de la mise en place de la pratique partagée. Voilà. Merci, Pierre-Emmanuel, pour ta présentation. Et merci, Madame Moreira. C'est plutôt moi qui dois vous remercier d'être là pour pouvoir présenter ce dispositif. Je pense qu'on va passer au questionnement parce qu'on a déjà présenté ce dispositif dans ses grandes lignes, hein, lorsque la circulaire est sortie au mois de janvier. On avait fait une commission éducation dans la même configuration pour présenter les grandes lignes de la circulaire. Et déjà à l'époque, il y avait eu de nombreuses questions. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a voulu représenter encore une nouvelle fois ce dispositif, peut-être pour lever des questionnements. Alors, la parole est à vous. Nous avons une question dans le chat sur le financement. Tout simplement, quel financement est mis en place? Alors, on va peut-être attendre sur le financement parce que c'est les coupons Génération 2024. On va peut-être essayer de répondre à des questions qui seraient plutôt sur sur la mise en relation entre l'école et les clubs et le conventionnement, parce que je pense que c'est ça qui est important. C'est bien cette mise en relation des deux. Sachant que, alors tu l'as dit, Pierre-Emmanuel, dans ton propos, hein, l'intérêt, c'est bien de pouvoir ouvrir l'école à une pratique sportive la plus diversifiée possible. Et c'est donc bien de mettre en relation l'expertise de l'école avec l'expertise du club sportif pour que les deux s'enrichissent mutuellement, mais dans le respect d'une continuité pédagogique et d'une cohérence, et dans le respect de ce parcours sportif de l'enfant qui doit articuler EPS, sport scolaire et sport en club. Donc, c'est bien ça, la logique. Et à l'inverse, ce qu'il faudrait éviter, moi je le dis comme ça, hein, je vais peut-être un peu être heurtée, mais ce qu'il faudrait éviter de la part des clubs, hein, et des fédérations sportives, c'est de s'engager dans une prestation de service qui consisterait à ce qu'un club envoie un intervenant dans une école pour que l'intervenant fasse X séances de PS et sans qu'il n'y ait aucune co-construction, sans qu'il n'y ait aucune réflexion autour de cette culture sportive qui vient enrichir le projet sportif de l'école. Donc voilà, je le fais en creux pour bien montrer ce qu'il faut éviter, quoi. Il faut éviter la prestation de service qui finalement ne servirait pas le parcours sportif de l'enfant, mais plutôt viser une intervention du club qui soit inscrite dans un projet sportif avec cette volonté d'articuler EPS, sport scolaire et sport civil et de pouvoir augmenter la culture sportive des enfants. Madame Moreira, si vous me permettez. Oui, oui, je pense que ce que vous venez de dire est particulièrement important et relayé par
par cette nécessité de toute façon de s'ouvrir. En fait, c'est vraiment totalement intégré au projet de l'école et ce projet est présenté en conseil d'école afin que vraiment toute l'équipe pédagogique soit autour du projet, que les parents, mais aussi la collectivité territoriale, s'interrogent sur la place évidente d'un sport éducatif. Donc, je pense que c'est vraiment le cœur de la mise en place. C'est vraiment un partage entre équipe pédagogique, parents et collectivités au sein du conseil d'école. Et ça, c'est particulièrement, je pense, très important pour décliner les conventions sur l'axe prioritaire vers les fédérations, mais aussi vers la promotion de la santé. Alors moi, je vois des mains levées, mais alors je ne sais pas si c'est des personnes qui n'ont pas baissé leurs mains ou qui souhaitent prendre la parole. Alors, Oui. Muriel Foulquier, oui. Oui, Muriel Foulquier de la Fédération française de golf. Moi, j'ai une question parce que je vois qu'il y a beaucoup de dispositifs qui visent à rapprocher les écoles et les clubs. Maintenant, nous, on fait beaucoup de golf scolaire avec la fédération, mais et finalement, donc les écoles découvrent l'activité dans leur école. Hein. Elles ont un certain nombre de séances. Il y a une formation qui est faite aux professeurs des écoles, etc., qui découvrent l'activité, qui la pratiquent dans leur école. Et ensuite, la dernière séance, généralement, se fait dans le club. Donc, on invite les scolaires à venir dans le club pour découvrir le club et découvrir ce que c'est vraiment un golf. Malheureusement, on est souvent confronté au fait que les clubs n'ont même pas le droit de donner une petite brochure aux enfants ou aux professeurs pour les inviter à revenir hors temps scolaire. Donc, il y a un moment donné, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'on essaie de rapprocher les deux, de faire que les enfants fassent d'une pratique à l'école à une vraie pratique en club. Mais quand les clubs veulent juste donner un petit papier présentant le golf, par exemple, et les invitant à revenir hors temps scolaire, on leur dit qu'ils n'ont pas le droit de donner. Donc, il y a un moment donné, ça devient compliqué pour les clubs de leur dire qu'ils doivent accepter de recevoir des scolaires, etc. Et après, ils n'ont même pas le droit d'espérer les avoir un jour dans leur école de golf. Donc, j'aimerais avoir une réponse à cette question. Alors, qui fait ça? La réponse est épineuse. Épineuse parce que l'école est gratuite, d'une part, parce que donc ça implique un certain nombre de choses, parce qu'il y a des principes d'ouverture, mais après, à quel moment, et certains CPD nous indiquent que certains clubs font de l'entrisme, certains clubs veulent récupérer des licenciés. Donc, c'est une question qui est largement portée. Le sport scolaire, Véronique a sans doute des éléments complémentaires où le sport scolaire se situe parfois comme une passerelle intermédiaire. Bon, voilà, on a des vraies questions. J'ai encore réinterrogé la DGESCO et je pense qu'on réinterrogera la DAGE sur quel est le format de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible. Parce que certaines disciplines le font plus facilement que d'autres ou dans certains territoires plus facilement que d'autres. Et c'est une vraie difficulté. Après, au questionnement, quels sont les rôles attendus des acteurs? Chaque acteur a un rôle, mais il ne faut pas que les acteurs se trouvent en concurrence. Donc, pour éviter la lecture de la concurrence, on ne doit pas mettre l'enfant, l'élève en concurrence des offres. Et donc, on est effectivement dans cette difficulté à part à passer, comme on l'a évoqué au point d'avant, par la carte passerelle, notamment pour assurer cette continuité. Là, en fait, la réponse à cette question, c'est un peu la même réponse que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire que tout dépend du projet. Si l'école construit un projet avec le golf qui est à proximité de son école, avec des interventions, avec un projet construit avec des relations avec les parents, avec une animation le week-end pour les parents et les familles, tout ça, c'est cohérent. Ça s'inscrit dans une cohérence et on peut distribuer des flyers aux parents en disant, dans le cadre du projet, nous vous invitons à une réunion ou à une animation enfant-famille. Mais ce qu'on ne peut pas faire à l'inverse, c'est arriver dans une école
dans une école et distribuer des flyers pour faire du golf, parce que sinon, alors on distribue des flyers pour faire du judo, des flyers pour faire du handball, des flyers pour faire de la musique, des flyers, et l'école se retrouve être l'endroit où on va distribuer des prospectus aux enfants pour qu'ils aillent faire autre chose. Et l'école, dans le code de l'éducation, hein, c'est bien écrit que l'école, alors je ne sais plus comment c'est formalisé, mais l'école doit rester un sanctuaire pour les enfants, qui doit les protéger de tout prosélytisme et encore commercial aussi, quoi, également. Donc voilà, c'est le juste milieu. Et moi, pour moi, la réponse, c'est vraiment le projet d'école qui devient un projet cohérent et dans lequel on peut se donner les moyens de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais sinon, l'école, elle reste un sanctuaire et je pense qu'il faut qu'elle reste un sanctuaire pour éviter toute forme de prosélytisme. Après, je parle du cas où les enfants viennent dans le club. Hein. Ce n'est pas le club qui va dans l'école. Hein. C'est le cas où les enfants se déplacent avec le professeur, financé par le comité départemental de golf ou par la fédération. Et il y a un vrai projet, puisque c'est porté par Mon Carnet de Golf que vous connaissez, où il y a 60 000 enfants qui vont découvrir qui a été fait par la fédération. Donc, il y a un vrai projet. Mais derrière, ce qui est compliqué, c'est que les enfants viennent dans le club. Hein, ce n'est même pas les clubs qui démarchent les enfants dans l'école. Financer pareil, les déplacements, l'allocation du parcours, etc. Et puis à la fin, on n'a même pas le droit d'inviter les parents. Vous disiez les parents, on n'a pas le droit de les inviter à revenir avec leurs enfants. On n'a rien le droit de donner. Donc, il y a un moment donné, je trouve que le lien ne se fait pas, en fait. Ça pourrait être… et c'est une invitation, hein, ce n'est pas une obligation. Mais je trouve qu'en tout cas, ça a ses limites et ça fait beaucoup de choses pour un résultat qui est parfois un peu décevant, on va dire. Oui, Monsieur Johan Eguiabert. En tout cas, merci d'avoir répondu à ma question. Non, mais la question reste présente. Ce qu'on évoque, c'est la place des parents. Vous évoquiez le nombreux dispositifs. Il y a une vraie question de la place des APS dans le projet d'école et l'articulation de ce projet d'école avec le projet éducatif de territoire. Sachant que la loi, maintenant, permet aussi et on ne rentrera pas sur sur un certain nombre d'aspects, mais elle parle bien du parcours et du projet sportif. Donc, il va bien falloir installer cette continuité-là. Bon, je vous dirais que les écoles labellisées Génération de 24, normalement, dans les items, il y a marqué « Informer sur l'offre des clubs ». Donc, celle-là, normalement, on devrait avoir plus de facilité à mettre en œuvre cette passerelle. Mais il y a encore, effectivement, des débats. Et le débat du prosélytisme, il est pas que sur d'autres champs. Il est aussi sur ces aspects-là. Donc, ce qui nécessite de co-construire ces projets pour qu'ils n'aient pas la perception de on vient intervenir parce qu'on veut faire de la licence derrière. C'est également dans la manière dont l'éducateur appréhende la co-construction de la séance. Alors, ces aspects-là sont assez fondamentaux dans les partenariats réussis et la continuité vers le club sur les territoires. On va prendre peut-être une dernière question du chat parce qu'après, il faut avancer, on est très en retard. Mais du coup, on nous demande plusieurs fois, est-ce qu'il y a déjà des exemples de conventions déjà établies dans le cadre de ce dispositif sur lesquels on pourrait s'appuyer? Là, alors, typiquement, il y a une convention type qui est intégrée à cette circulaire. Je peux vous dire avoir bataillé pour mettre ces deux modèles de convention et participer à la sécurisation de l'échange entre les clubs sportifs et les écoles, voire la collectivité selon les cas, les réalités territoriales. Je les remets dans le chat. Je t'ai envoyé les éléments, Juliette, qu'on retransmettra aux différents participants. Merci beaucoup. Alors, peut-être je voulais donner juste une dernière information sur la forme de la coopération, enfin de la collaboration. Vous avez bien compris que le projet, il est co-construit. Donc, il peut prendre toutes les formes que vous souhaitez.
aussi bien qu'un intervenant vienne intervenir 6 séances sur la même classe, ou alors il peut intervenir une séance ou 2 séances sur des classes différentes et ensuite c'est l'enseignant qui prend la suite. Toutes les formes sont envisageables, que ce soit par exemple la classe qui se rentre dans le club pour mener la séance, ou que ce soit l'intervenant qui se rentre dans l'école. Après, vraiment, toute latitude est laissée à la forme de l'intervention, à partir du moment où, bien sûr, c'est validé par l'inspecteur de l'éducation nationale et que ça reste dans le cadre des contraintes de l'éducation nationale. Mais sinon, tout peut être envisagé. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas le dispositif ne donne pas un cadre précis de la forme de l'intervention. Voilà, je voulais rappeler ça. Alors, Juliette, peut-être on... Oui, voilà. Nous avons Emeline avec nous, Véronique. Très bien. Voilà, donc, alors juste pour faire la transition, d'abord saluer Emeline Ndong de Paris 2024 qui nous rejoint, puisque maintenant nous allons, à partir du dispositif Une école, un club, nous allons vous présenter les coupons Génération 2024 qui permettent de financer justement l'intervention d'un club dans une école. Et donc ce financement, ces coupons Génération 2024 sont pilotés par Paris 2024, hein, financés par Paris 2024. Et donc c'est pourquoi nous avons proposé à Emeline de venir vous les présenter. Alors, je sais pas si Bonjour Emeline... à toutes et à tous. Merci beaucoup Véronique, et merci également de cette invitation pour pouvoir vous présenter peut-être un peu plus dans le détail ces coupons Génération 2024. Alors, je ne sais pas, Juliette, si c'est toi. Ouais, voilà. Alors, je veux bien que tu passes à celle d'après parce que j'ai inversé les slides quand je te les ai envoyés. Voilà, super, merci. Donc, ces coupons Génération 2024 qui s'inscrivent toujours dans l'idée de rapprocher les écoles et les clubs sportifs localement. Ils sont à destination des écoles labellisées Génération 2024. Donc, ça entre totalement dans le cadre de la labellisation. L'idée, c'est bien sûr qu'il y ait une convention de partenariat entre l'école et le club local, qu'un intervenant puisse venir et co-construire au sein de l'école, dans le projet, bien sûr, de l'école, eh bien, une découverte ou une pratique d'un sport olympique ou paralympique dans le cadre de l'EPS. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est-à-dire que l'idée, c'est bien que le professeur des écoles puisse faire son enseignement de l'EPS accompagné par l'intervenant sportif, et que cet intervenant puisse amener son expertise sportive propre à sa discipline, et donc pouvoir accompagner le professeur des écoles. Tu peux passer à la slide d'avant, du coup. Merci. Et donc, toujours cette obligation pour l'éducateur sportif d'être bien sûr diplômé et agréé par les services de l'éducation nationale. Les interventions, l'idée, c'est d'être sur un cycle entier d'EPS, donc un cycle de 6 semaines. Et donc, Paris 2024 subventionne à hauteur de 300 € cette intervention. Pour faire tout cela, je vais te laisser passer 2 slides. Du coup, voilà. Comment est-ce qu'on bénéficie d'un coupon Génération 2024? Ça va être, on va être pratico-pratique. Les prérequis, donc ce que je disais, c'est être labellisé Génération 2024. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas bénéficier de ce coupon. Ou alors, il faut bien sûr s'inscrire dans la labellisation. Identifier un club partenaire pour pouvoir
bénéficier de ce coupon. Et ensuite, c'est localement l'UCEP ou l'UXEL qui fera le lien et qui sera opérateur sur le terrain de ces coupons. C'est aussi, bien sûr, l'UCEP ou l'UXEL qui est dans le sport scolaire, qui est dans le sport à l'école. C'est ces deux associations, ces deux fédérations, pardon, qui sont le plus à même de connaître justement les liens entre l'école et le club. Une fois qu'on a identifié ce club partenaire, pour demander le coupon, on se connecte sur démarche simplifiée pour pouvoir bien déclarer son école, le club partenaire et le projet commun qui s'inscrit bien sûr dans le projet de l'école et qui est co-construit. Enfin, on passe à l'étape 3. Une fois la demande déposée, le dossier est étudié par l'IEN référent. On vérifie bien sûr que la demande est correctement déposée avec le bon projet d'école, avec le bon intervenant et la demande est approuvée ou pas. Et on peut attribuer un coupon Génération 2024 une fois que la demande est validée. Ensuite, on effectue les 6 semaines de découverte, de pratique d'un nouveau sport donc dans le cadre de l'EPS. Et à la fin du projet, on confirme que celui-ci a bien été réalisé, que les 6 semaines ont bien été réalisées. Et enfin, étape numéro 5, une fois que cela a été validé, que l'intervention a été validée, le club sportif reçoit le paiement par l'intermédiaire donc de l'UCEP ou de l'UXEL. Voilà, il me semble avoir fait le tour. Il n'y a plus d'étape 6 derrière, si ce n'est le fait de remonter les informations par rapport à la pratique sportive. Par rapport à la pratique sportive, au sport découvert, par rapport au projet, pour savoir un petit peu comment ces coupons sont utilisés. Voilà, et s'ils ont bien bénéficié aux professeurs des écoles. Je vois plein de questions arriver. Je laisse la main à Juliette. J'ai essayé d'être succincte et d'aller droit au but également parce que j'ai aussi une petite réunion qui s'enchaîne derrière. Je suis désolée. Juliette, je te laisse la main pour les questions. Oui, on a une première question qui revient sur les fédérations, l'implication des fédérations non olympiques dans le dispositif. On est sympa, on se dit que tout le monde peut. Non, ce sont les fédérations qui effectivement font partie sont olympiques au sens et paralympiques au sens CNOSF et CPSF et non pas au sens au programme des Jeux. On a une question de Martial qui demande: le coupon peut bien être utilisé dans le cadre des classes olympiques? Alors non, c'est vraiment, enfin sauf si la classe olympique fait partie d'un établissement Génération 2024, mais c'est vraiment Génération 2024 qui prime. Et on a la question sur donc uniquement des séances encadrées par un diplômé professionnel, et qui revient, il me semblait, une autre personne qui nous dit: il me semblait avoir compris que les intervenants bénévoles étaient autorisés pour intervenir dans les écoles, notamment pour les coupons sport et Génération 2024. Alors, c'est uniquement encadré par le professeur des écoles, toujours. C'est lui qui reste garant responsable de sa classe. Mais effectivement, il faut l'agrément, quoi qu'il arrive, de l'éducation nationale, bénévole ou pas. Là, j'avoue que je n'ai pas la réponse à cette question. A priori, s'il est bénévole, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de nécessité de financement. Voilà. Merci. Alors ça, c'est... Attends, 2 minutes, Juliette, parce que ça, c'est une question très importante. Il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur ça. Quand l'intervenant a une carte professionnelle, pas de souci, ça se fait automatiquement, le conventionnement, l'agrément est pratiquement automatique parce qu'il y a une carte professionnelle. Quand c'est un intervenant complètement bénévole, c'est-à-dire sans rémunération, ben là, la question ne se pose pas puisque les coupons Génération 2024 ne vont pas servir. Quand il s'agit d'un intervenant qui est rémunéré par le club, par exemple, mais qui n'a pas de carte
professionnelle. Il peut avoir une indemnisation par le club et ne pas avoir de carte professionnelle. C'est là qu'il faut se mettre d'accord. Et là, je demanderai à Pierre-Emmanuel Panier ou à Philippe Limousin de répondre. À ce moment-là, il peut y avoir un agrément de l'éducation nationale pour cet intervenant, à condition que tout soit, enfin, que l'agrément soit possible. Donc, est-ce que ça a été vu avec l'éducation nationale? Parce que ça avait été plus ou moins évoqué. Alors, la réponse est que les 300 €, le partenariat, il va en direction d'un club. Le conventionnement, il est avec le club. La question de l'intervenant, moi, je ne sais pas trop ce que c'est, je blague, hein, mais je ne sais pas trop ce que c'est l'intervenant indemnisé. En France, l'intervenant qui est considéré comme rémunéré doit être titulaire d'une carte professionnelle. Donc, il n'y a pas de variété normalement à ça, quoi. Donc ça, c'est les deux aspects. Le troisième, techniquement, un intervenant extérieur peut être agréé sous les conditions d'honorabilité et de compétences reconnues par la DSDN. Donc pour moi, c'est trois sujets différents qu'il faut effectivement bien préciser et compartimenter. Mais à ma connaissance, hein, mais Emeline confirmera, il faut qu'on le précise. Mais voilà, le coupon, dans tous les cas, il est payé au club. Il n'est pas payé à un intervenant, un auto-entrepreneur, à ma connaissance, ne peut pas bénéficier du coupon. Les 300 € seront versés au club. Voilà. Donc, ce qui après, règle le problème, alors. Le club voilà. peut payer les déplacements, peut avoir du matériel complémentaire, enfin, peut avoir d'autres frais dans le projet que la rémunération d'un intervenant, quoi. Voilà. Donc, ce qui veut bien dire qu'un intervenant qui n'a pas de carte professionnelle peut intervenir à l'école à condition que l'agrément de l'éducation nationale lui soit donné. Voilà. C'est ça, l'agrément d'intervenant extérieur, notamment pour vérifier son honorabilité, puisque vous savez que maintenant la règle, tout adulte au contact de jeunes depuis la dernière loi là, sur l'ASE, tout adulte doit vérifier son honorabilité. Voilà, et ça c'est très important quand même pour le milieu rural. Parce que on sait très bien que les intervenants avec carte professionnelle se trouvent dans les gros clubs, quoi. Enfin, dans les clubs qui ont la possibilité de rémunérer, etc. Et parfois, on peut avoir une école dans un milieu rural qui a une association, un club de proximité et qui n'aura pas forcément d'intervenants avec carte professionnelle. Mais dans ces cas-là, il faut passer par l'inspection de l'éducation nationale pour voir si l'agrément est possible pour faire intervenir des personnes qui n'auraient pas de carte professionnelle. Philippe, un complément? Oui, un petit complément. Là, de toute façon, dans la circulaire, il est marqué que l'intervenant du club sportif est bénévole ou rémunéré. Donc, c'est l'agrément qui est essentiellement la porte d'entrée par l'inspecteur de l'éducation nationale. Mais vraiment, c'est marqué dans les modalités d'intervention et d'agrément, voilà, au sein de la circulaire, hein, carrément. Voilà, c'était bien de faire le point aujourd'hui sur cette question-là pour clarifier. Julie? Oui, on a des mains levées, donc William. Oui, bonjour. Alors j'avais une question, mais elle a été plus ou moins. On a eu une réponse qui allait dans ce sens, mais c'était pour confirmer. Voilà, c'est l'agrément et le financement, il va bien à destination d'un club. Après, le club, il utilise ce financement soit pour prendre un diplômé professionnel, donc qui a une carte professionnelle, soit pour prendre un encadrant bénévole qui est agréé par l'éducation nationale parce qu'il a un diplôme fédéral reconnu. Voilà. Donc après, la question ne se pose pas. Voilà, il n'y a pas de question de défraiement parce que c'est vrai que même si ce mot-là est utilisé souvent, je pense qu'il faut aujourd'hui, il faut arrêter de l'utiliser. Voilà, les clubs qui vont percevoir ces 300 €, généralement, voilà, ça va servir à payer les frais de déplacement, peut-être de l'achat de petits matériels et l'intervention en elle-même. Mais il faut arrêter de penser que voilà, que tous les bénévoles sont défrayés quand ils interviennent dans les écoles. C'est pas toujours le cas. Et même c'est de moins en moins le cas. Voilà, merci. Merci, Mickaël.
Oui, bonjour. Oui, c'est moi qui avais posé la question effectivement au début, puisque lors de la présentation du coupon Génération 2024 avec Emeline, il y avait eu effectivement déjà cette question qui avait été posée. Alors après, il y a effectivement toujours pas l'ambiguïté, mais plus ou moins de l'agrément, puisqu'il y a quand même dans beaucoup de territoires, au niveau de l'éducation nationale, le fait que l'agrément est pour certains IEN ou autres soumis au fait que bah, il faut avoir une carte professionnelle. Donc il y a une lecture du texte qui est un peu différente selon les personnes. Donc si l'agrément peut effectivement être donné que l'intervenant soit bénévole ou professionnel. La question n'a plus de... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'avais relayé suite à la réunion d'il y a peut-être 2 mois environ qu'on avait eu. Donc voilà, donc, tant mieux que ça n'ait pas changé parce qu'effectivement, nous, on a passé au niveau du tennis de table l'information dans ce sens. Et c'était une très bonne nouvelle parce qu'on sait très bien qu'on a beaucoup plus de clubs avec des cadres fédéraux que de clubs avec des cadres professionnels. Donc, ça limite forcément beaucoup. Donc là, voilà, c'est bien de réaffirmer ces choses-là. Merci beaucoup. On a une autre question, c'est une école labellisée peut-elle faire plusieurs demandes par an? Non. On va essayer de laisser la chance à un maximum d'écoles de découvrir des sports et de pouvoir bénéficier de ces coupons. Et le budget n'étant pas illimité, c'est donc un coupon par école. Et dans le même esprit, est-ce qu'il est possible de répartir les 300 € entre plusieurs clubs? Je n'ai pas actuellement la réponse à cette question, même si j'aurais plutôt tendance à dire non, dans la mesure où l'idée, c'est bien d'être dans de la pratique sur un cycle entier d'EPS. Et à ma connaissance, en règle générale, on fait un même sport sur un cycle entier, une même discipline. Donc du coup, la réponse serait plutôt non. Voilà, mais à étudier peut-être dans certains cas. Je préfère répondre non pour l'instant. Eh bien, et à l'inverse, est-ce qu'un club peut faire des interventions dans plusieurs écoles? Je ne vois pas ce qui l'en empêche. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Je vois des mains levées, mais j'ai l'impression que c'est des mains qui n'ont pas été baissées. Voilà, Ben, peut-être merci. pour finir sur une note enfin, positive, pas pour dire que c'était pas positif jusque-là, mais ce que je veux dire, c'est que ces coupons sport, enfin ces conventionnements école-club fonctionnent très bien puisqu'ils ont déjà été expérimentés depuis le mois de décembre avec l'UCEP et nous avons de nombreux clubs qui ont fait des interventions dans les écoles sous forme de projets, etc. Et ça a lancé déjà une bonne dynamique. Donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est faisable et ça fonctionne bien. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup Véronique. Moi, je veux juste ajouter que c'est vraiment une opportunité pour appuyer des choses qui se font déjà par ailleurs, mais c'est pour voilà, donner un peu plus l'envie de faire du sport, de reprendre le sport, de découvrir de nouveaux sports. Ça peut aussi tout simplement profiter à la fois aux professeurs des écoles, mais également aux élèves pour découvrir des disciplines différentes. On a envie que ça fonctionne. On remercie l'UCEP et l'UXEL de leur appui sur le terrain. Et puis, j'espère tout simplement que les clubs, alors que vous, d'abord les fédérations, et puis ensuite les clubs, les associations locales se saisiront de cette opportunité et surtout que les écoles et les profs des écoles se saisiront de cette opportunité. C'est un des enjeux. Après cette crise, j'espère déjà qu'elle est terminée ou quasiment derrière nous. On a besoin de ça, on a besoin de reprendre de l'activité physique et c'est un des moyens qui nous est offert. Voilà, merci beaucoup.
Merci, Emeline. Donc peut-être, on va conclure, je crois, hein, parce que je ne sais pas au niveau du timing, on a peut-être un peu dépassé. Voilà, donc sauf si il y a des questions mais je ne crois pas. Voilà, je pense que nous allons conclure. Donc d'abord remercier bien évidemment tous les intervenants qui nous ont appuyés sur cette présentation, hein, à savoir donc Philippe Limousin de la DGESCO, Pierre-Emmanuel Panier de la Direction des Sports et Emeline Ndongué de Paris 2024. Puisque l'objet de cette réunion, c'était de pouvoir faire un tour de toutes les actualités, et il y en a beaucoup, et donc c'est pour ça qu'il faut toujours re-questionner ces dispositifs, et donc de faire la part entre les deux dispositifs qui sont portés par le CNOSF, qui sont le Conseil des jeunes et la carte passerelle, et puis les 3 autres dispositifs qui sont portés par le ministère et par Paris 2024. Et puis donc, l'idée, c'était bien évidemment de pouvoir échanger sur tous ces dispositifs. Donc, je vous remercie d'avoir participé à cette visio. Et puis, nous vous donnerons rendez-vous sur une autre visio pour suivre l'avancée de ces dispositifs, répondre à tous vos questionnements et essayer de lever les obstacles à la mise en place de ces dispositifs. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à une prochaine fois. Merci bien.